Bonsoir à tous. Bienvenue à notre avant-dernière session de Billet Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame Armando Ouattara, qui est une chef de projet confirmée. Et aujourd'hui, elle nous entretient sur le thème l'engagement des parties prenantes comme clé de succès dans les projets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une partie prenante? Comment est-ce qu'on travaille à ce qu'un projet réussisse avec toutes les parties prenantes engagées? Armand nous donnera toutes les informations nécessaires et aujourd'hui, nous aurons l'occasion aussi de lui poser toutes les questions relatives à ce thème-là. Donc, je vais passer à la bio de Armand et je la laisserai par la suite se présenter. Donc, Armand est consultante en gestion de projets spécialisée dans les systèmes d'information. Depuis une dizaine d'années, elle intervient pour des entreprises de moyenne à grande taille sur leurs projets de transformation digitale, tels que l'amélioration des processus opérationnels, la mise en place de modèles de business intelligence pour le suivi de la performance ou encore le déploiement de systèmes de digital learning. Opérant sous la marque Uniconseil, donc qui est sa propre boîte, elle porte la casquette de chef de projet, chef de produit, business analyst ou encore PMO pour le succès des projets, de ses projets IT. Et pour la petite histoire, Armande est très active sur les réseaux sociaux. Elle a sa page qui s'appelle l'Efficientiste, où elle partage en fait sa passion pour l'efficacité opérationnelle. Donc, je vais laisser dans le chat le lien de sa page pour que si vous êtes intéressé, vous la suivez et ne rien rater sur tout ce qui est en rapport avec l'efficacité opérationnelle. Donc, bonsoir Armande, bienvenue au Billet Talk organisé par notre chapitre IBA Côte d'Ivoire. Bonsoir Nadège, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous tous. Donc, je vais te laisser partager ton écran et sans plus tarder, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec grand plaisir. Alors, l'écran est partagé. Nadège, tu me confirmes, c'est tout bon? Je te confirme, je vois très bien ton écran. Parfait, parfait. Merci Nadège pour cette belle introduction. Si je vais tout vous dire de la gestion des parties prenantes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de partager des clés, des éléments qui sont issus de mon expérience justement dans le pilotage des projets, des éléments aussi donc retour d'expérience, de bonnes pratiques et j'espère aussi apprendre de vous tous par rapport à vos expériences respectives et par rapport à peut-être des feedbacks, des éléments, des réactions sur ces techniques ou ces éléments qu'on va partager aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne me représenterai pas puisque Nadège l'a très bien fait. Juste en complément, peut-être le fait que je suis certifiée PMP, pour ceux qui savent, qui connaissent ou qui ne connaissent pas plutôt. C'est la certification en gestion de projet du Project Management Institute et aussi Prince2, qui est un peu plus connu dans le monde anglophone. Euh, En quelques chiffres, Nadège le disait, j'ai une dizaine d'expériences en gestion de projet. Effectivement, j'ai un podcast qui s'appelle L'Efficientiste qui partage des clés sur l'efficacité personnelle et opérationnelle avec une trentaine d'épisodes à date. J'espère vous voir arriver parmi les auditeurs de ce podcast. Et le troisième qui est un peu un fun fact, pour le moment, j'ai posé mes valises dans 3 pays, le Burkina, le Sénégal et maintenant la France, et j'espère en rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres à mon actif d'ici là. Si vous voulez me retrouver, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, ce sera avec grand plaisir sur le hashtag IniConseil ou bien faites un tour sur le site l'efficientiste.com qui a les show notes de chaque épisode du podcast. Sans transition, let's talk, puisque c'est un talk. Je vous propose un peu, pour structurer tout ça, une première partie qui va être un peu pour repositionner
repositionner les termes, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde par rapport à ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on entend par partie prenante? Quels sont les enjeux pour l'entreprise et quels sont les enjeux pour le succès du projet lui-même? Ensuite, on rentrera plutôt dans une partie retour d'expérience et bonnes pratiques. Bien sûr, à tout moment, j'espère recevoir vos questions et on pourra s'arrêter là. Sinon, à la fin, on aura l'occasion justement de vraiment pouvoir échanger à bâton rompu. Si ce plan vous convient, sans transition, c'est quoi une partie prenante? Vous avez certainement, chacun à votre échelle et dans vos rôles et qualités, l'occasion d'interagir avec des personnes, mais quand on parle de partie prenante, c'est quoi? Vous connaissez peut-être cette image, ce mème qui nous a fait beaucoup rire hein, dans le monde de la gestion de projet. Donc, c'est le même produit, on va dire le même produit, c'est ça, le même service que différentes personnes ont essayé de conceptualiser pour pouvoir le réaliser pour, ultimement, à la fin, un unique client. Le client l'a souhaité comme ça. Un souhait, c'est dans la tête au final, donc il l'a exprimé d'une certaine manière. Le chef de projet a compris que le client voulait ceci, la deuxième image. L'analyste l'a schématisé comme ça. La troisième image, le programmeur l'a écrit comme ça. Donc là, un petit clin d'œil à nos amis dans l'IT. Le business consultant, petit clin d'œil aux commerciaux, l'a décrit comme ça. Au final, pas de documentation sur le projet. Ce qui a été installé chez le client, bon, on risque pas de se balancer beaucoup. Le client a été facturé comme des montagnes russes. Le support technique, on n'en parle même pas. Et au final, le besoin du client, c'était beaucoup, beaucoup plus simple que ça. C'est une image qui nous a tous beaucoup fait rire, mais c'est un rire jaune, on va dire, parce qu'on rencontre sur beaucoup, beaucoup de projets cette problématique où les besoins de l'une ou l'autre des parties ne sont pas clairement identifiés, les communications ne sont peut-être pas aussi optimisées qu'elles auraient pu l'être, le résultat forcément est un peu à côté des objectifs qui étaient identifiés. Tout ça, on va en reparler, mais c'est un peu le côté satirique de toute cette affaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec les parties prenantes? Les parties prenantes d'un projet, ça va être des acteurs internes et externes, personnes, groupes ou organisations susceptibles d'affecter le projet ou d'être affectés par celui-ci. Le mot-clé ici, c'est vraiment affecter le projet ou être affecté. Pourquoi? Parce qu'au final, une partie prenante, qu'elle soit interne, donc l'équipe projet est un groupe, hein, un groupe de parties prenantes, les dirigeants de l'entreprise, le management qui va utiliser les résultats du projet, tout ça, ce sont des acteurs qui sont en interne, qui sont des parties prenantes, qui sont différents des parties prenantes externes, comme le client, comme même la collectivité locale, comme les usagers, tout simplement, en fonction du projet. Donc, on va avoir des parties prenantes qui peuvent être au sein de l'organisation ou à l'extérieur. Le mot-clé, c'est qu'elles sont susceptibles d'être affectées par le projet, par ses résultats, par ses outcomes, mais elles sont aussi susceptibles d'affecter le projet positivement ou négativement. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a fini sur la partie « c'est quoi une partie prenante », qu'est-ce qu'on entend par engagement des parties prenantes? On connaît le management des parties prenantes, on connaît la gestion des parties prenantes, on connaît la communication envers les parties prenantes, mais ce terme engagement, il va un peu plus loin que tout ça. Engager les parties prenantes, c'est vraiment se mettre dans une dynamique de développer des processus, développer des moyens, développer des méthodes qui vont favoriser la pleine implication des parties prenantes. Il ne s'agit plus de parler avec les parties prenantes, il ne s'agit plus de donner de l'information simplement je dis n'importe quoi, au groupe, au département voisin qui va être impacté par le projet. Il s'agit de favoriser leur implication. Là encore, c'est ça le mot-clé, implication. Comment on va favoriser leur implication dans le cadre de l'engagement des parties prenantes? On va identifier leurs besoins
leurs attentes. On va déployer des méthodes, des approches pour pouvoir les impliquer, mais les impliquer réellement, pas faire semblant, pas juste communiquer, pas juste les bombarder d'informations. On va répondre à leurs besoins, attentes et problèmes tout au long du projet. Et quand on dit ça, j'ai conduit des projets, je sais de facto que c'est pas facile. On a une feuille de route, on a un mandat, on nous demande de délivrer un projet généralement dans des délais serrés, avec un budget serré, avec un périmètre contraint. Et tout d'un coup, on nous dit, mais pendant que tu fais ça, assure-toi d'impliquer tout le monde, que tout le monde soit content, on ait identifié les parties prenantes, leurs besoins. C'est pas facile. Et surtout, on a parfois l'impression que ça peut être vécu comme une perte de temps. Je vais essayer de vous convaincre du contraire à travers la prochaine section, qui est notamment les enjeux pour l'entreprise d'engager les parties prenantes. Vous connaissez certainement tous la définition d'un projet. Un projet, d'après le Project Management Institute, le PMI, c'est une initiative temporaire qui vise à créer un produit ou un service ou un résultat unique. Et c'est aussi un vecteur de changement. Pourquoi je parle de projet alors qu'on était sur l'engagement des parties prenantes? C'est pour remettre les choses dans leur contexte. Le projet, quel qu'il soit, quelle que soit son envergure, aussi petit qu'il soit, aussi grand qu'il soit, cherche à créer un changement positif, un changement dans les process, un changement dans les usages, un changement dans la bottom line, dans le retour sur investissement. Et qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Elles ont en commun l'humain qui se situe au centre. Aucun changement n'est aujourd'hui possible, ou en tout cas de valeur, s'il ne prend pas en compte l'humain, s'il n'est pas fait ou pensé autour de l'humain. Les employés, les clients, le département des opérations, toujours le projet qui crée un changement va créer ce changement dans un groupe humain. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que la gestion des parties prenantes ou l'engagement des parties prenantes n'est pas une pièce rapportée. Ça n'est pas c'est pas une option. Au final, même lorsqu'on on pense, ou même lorsque l'entreprise va positionner des objectifs de retour sur investissement, des objectifs de business, des objectifs de part de marché, le projet lui-même qui est mis en place va apporter un changement à des gens et ces gens, ces parties prenantes, doivent être intégrées à toutes les étapes du processus parce que, in fine, c'est eux, c'est elles qui vont matérialiser le changement ou le résultat du projet. Donc, c'est l'une des raisons clés pour lesquelles engager les parties prenantes, ça n'est pas une option, c'est une nécessité pour tous les projets. C'est aussi une des raisons pour lesquelles dans les dernières versions, par exemple, du PMBOK, c'est le Project Management Body of Knowledge, c'est un peu le référentiel, le standard de gestion de projet édité par le PMI. Il y a un process à part entière sur la gestion des parties prenantes et dans moult études qui ont été faites sur quels sont les éléments les plus importants, les plus critiques pour le succès d'un projet, la bonne gestion des parties prenantes revient encore et encore. Justement, puisqu'on parle de projet, pour vous et pour moi, quel est l'enjeu d'engager les parties prenantes? On a parlé de l'entreprise. L'entreprise cherche à faire un projet, l'entreprise cherche à matérialiser un changement positif dans les usages, dans sa bottom line, dans quoi que ce soit. Elle cherche à matérialiser un changement positif. Donc, engager les parties prenantes, qu'elles soient contentes, satisfaites, est un critère de succès du projet. Pour vous et moi, pour les chefs de projet, pour les BA, pour toute personne qui travaille ou qui pilote un projet, pourquoi c'est important au niveau opérationnel? Là, j'ai un chiffre qui choque quand même. 70% des projets échouent.
On est plutôt sur dans le contexte des projets informatiques parce que voilà, il faut remettre les choses un peu dans leur domaine de définition. On est sur les projets informatiques, mais quand même, 70%. Ça veut dire qu'il y a seulement 30% de projets qui vont réussir. Ça veut dire que sur 10 projets, il y en a 7 qui vont être créés, lancés, financés. On va travailler des mois, des semaines, des années peut-être dessus. On ne le livrera pas. C'est un chiffre quand même assez choquant, assez alarmant. Et en cause, on parle d'un manque d'objectifs et de buts clairs, une communication ou une collaboration insuffisante entre les membres de l'équipe, un manque d'attention à la gestion des risques ou au contrôle de la qualité. Nous, ce qui nous intéresse ici, les 3 premiers points, manque d'objectifs et de buts clairs, claire communication, lisibilité, clarté, diffusion de l'information aux bonnes personnes au bon moment. Une communication, une collaboration insuffisante entre les membres de l'équipe. Là encore, je l'ai dit dès le début, l'équipe projet est une partie prenante, est un groupe de parties prenantes. Et on est souvent oublié, on s'oublie nous-mêmes en tant que partie prenante au profit des parties prenantes hors du projet. Et ça, c'est un facteur, l'un des facteurs qui reviennent souvent dans cette étude du Standish Group sur les causes de l'échec des projets. Donc, pourquoi engager les parties prenantes à un enjeu pour moi en tant que chef de projet, pour vous? Parce que simplement, c'est une condition pour réussir le projet ou à minima, c'est ne pas le faire augmente grandement les chances d'échouer sur le projet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les parties prenantes. Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles attendent? De quoi elles ont besoin? Est-ce qu'elles sont plutôt, si on est sur un projet informatique, est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt tech? Ou bien est-ce qu'elles sont complètement novices? Est-ce qu'on est plutôt côté métier? Est-ce qu'on est plutôt côté implémentation, support? Identifier déjà qui sont les parties prenantes, ça va être le rôle du chef de projet dès le départ, dès qu'il est mandaté. Mettre en œuvre un plan de communication adapté, c'est forcément l'étape qui vient après. J'ai identifié les parties prenantes, comment je les engage, comment je communique avec elles, comment je m'assure qu'elles ont les bonnes informations. Maîtriser leur engagement tout au long du projet, c'est peut-être la partie la plus difficile. Pas difficile dans le sens complexité, mais difficile dans le sens la communication. On a toujours un peu l'impression que c'est une perte de temps. J'ai trop de réunions, j'ai trop d'appels. Pourquoi je suis encore en train de dire et de redire les mêmes choses? Et pourtant, la communication fait partie de 80, compte pour 90% dans le rôle d'un chef de projet. Parce que chaque chose que vous allez faire, exprimer, c'est exactement ça le rôle du chef de projet, c'est de faire le lien. Donc, maîtriser l'engagement des parties prenantes tout au long du projet et s'assurer que les parties prenantes communiquent aussi entre elles pour les besoins du projet. C'est une petite nuance dont on aura l'occasion de reparler par après, mais qui est aussi du rôle du chef de projet et qui est souvent oublié. Il y a C'est un sujet en soi, l'engagement des parties prenantes. Ça pourrait nous prendre 2 heures, ça pourrait nous prendre même toute une journée de parler des techniques d'engagement des parties prenantes, des enjeux, de la manière de faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas notre but là, on veut quand même avoir l'occasion de pouvoir échanger. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt d'échanger sur quelques bonnes pratiques. Mais pour ça, j'ai beaucoup aimé cette citation de Elton Mayo que j'ai entendue pour la première fois il y a très, très longtemps en cours d'économie, en parlant justement des différents courants économiques depuis l'industrialisation où la machine était maîtresse avec la taylorisation, tous ces concepts-là. Et on a cette école des relations humaines qui nous dit des travailleurs heureux et motivés sont la clé d'une productivité accrue. Pourquoi je pense que c'est aussi applicable au projet?
parce que des parties prenantes heureuses, motivées, engagées dans le processus de projet sont la clé d'un projet réussi, sont la clé de l'adoption et de l'acceptation de ce projet par après au sein des différentes équipes, ce qui est un critère de succès. Faire le meilleur projet dans les coûts, qualité, délais, périmètres qui sont attendus, mais qu'au final, il ne soit pas utilisé, il ne soit pas adopté, il ne soit pas accepté, au final, le projet n'est pas un succès. Engager les parties prenantes internes du projet tout au long, y compris les membres de l'équipe projet et les autres, les bénéficiaires, nous garantit que le projet qui va en ressortir ou les résultats du projet qui vont en ressortir seront adoptés et donc à succès. Et pour finir sur la partie un peu théorique, je vais dire, parce que forcément, la question doit se poser. On a parlé de c'est qui une partie prenante, c'est quoi une partie prenante. Engager la partie prenante, c'est quoi? Pourquoi c'est important pour l'entreprise? Pourquoi c'est important pour le projet? Et comment moi, en tant que chef de projet, je vais pouvoir réaliser cet engagement des parties prenantes? Il y a à peu près 12 ans, j'avais développé un modèle qui s'appelle PACE. Le nom était inspiré de l'anglais PACE, qui signifie avancer à pas mesurés. Il était surtout appliqué aux parties prenantes externes dans le cas de projets nécessitant de l'engagement des personnes. Et en l'occurrence, le cas était sur un projet hydroélectrique. Donc, vous imaginez bien, la construction d'un barrage a des impacts importants dans le territoire et le métier, le territoire et le quartier, la ville où c'est implémenté. Et donc, l'engagement des parties prenantes ici c'est pas un choix, c'est vraiment une condition sine qua non même pour remporter le marché, des marchés à plusieurs millions, pour ne pas dire milliards. Dans le cas des projets, donc je suis sur des parties prenantes internes, le modèle PACE s'applique aussi, en tout cas dans ces étapes, et on rentrera plus en détail tout à l'heure. Le P compte pour planifier. Avant de pouvoir parler d'engager des parties prenantes, je dois savoir qui engager. Donc, cartographier ces parties prenantes, les identifier dans leur rôle, dans leur qualité, dans leur pouvoir, dans leurs intérêts. Donc, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça, justement, cartographier les parties prenantes. Le quoi, qu'est-ce que ces personnes veulent, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas, de quoi elles ont peur, de quoi elles ont besoin. Presque faire des personas pour les parties prenantes ou les groupes des parties prenantes. Le où, où est-ce que je vais les trouver, ces personnes? Est-ce que c'est des personnes qui sont qu'on peut plus toucher sur des réunions? Est-ce que c'est des personnes qu'on va pouvoir plus toucher de manière informelle? Donc, le où, le comment, voilà. Le quand, on en a parlé tout à l'heure, il y a le fait d'établir un plan de communication au début du projet, mais il y a le fait de le dérouler tout au long du projet. Quand c'est chaud, quand on a le nez dans le guidon, c'est là qu'il faut quand même continuer à engager les parties prenantes. Et donc, le quand, quels sont les moments, les temps forts, les rituels qu'on va mettre en place? Combien? Parfois, ça a un coût. Pourquoi? Il faut savoir, bien sûr, si je parle à une personne qui est du top management, qu'est-ce que je recherche? Ne jamais communiquer, et ça, ce n'est pas que pour l'engagement des parties prenantes, c'est de manière générale, chaque fois que vous communiquez quelque chose, que vous donnez une information, à quoi elle va servir, quel en est l'output, ça, c'est une règle de base. Donc, vous reconnaîtrez ici l'acronyme qui permet de s'en souvenir, le fameux QQOQ-CCP. Il s'applique aussi ici à la planification de notre engagement des parties prenantes. Ensuite, je vais agir. Je vais dérouler le plan de communication et d'engagement tel qu'il a été identifié. Donc, en face, je vais le concevoir et je vais le dérouler. En face de chaque partie prenante ou groupe de parties prenantes, qu'est-ce que je prévois de faire et à quel moment? Le C pour contrôler, ça c'est un peu le dénominateur commun, c'est un peu ce qui revient toujours en matière de projet. C'est bien de mettre tout sur les rails, par contre, si ce n'est pas contrôlé, ça va dérailler. C'est vrai aussi pour les parties prenantes et l'engagement des parties prenantes, comment on s'assure tout au long du projet que les personnes, parce qu'il s'agit de personnes, obtiennent les informations dont elles ont besoin. Et si elles n'obtiennent pas ces informations, comment est-ce qu'on rectifie le tir? Et le E pour évaluer,
Mesurer l'adoption. Comment vous savez qu'un groupe de parties prenantes, qu'une personne est réfractaire? Comment vous savez que une personne, par exemple, et peut-être qu'il y a beaucoup d'influence sur le projet, peut-être qu'il est dans l'oreille du DG, est résistante à ce projet-là? Déjà, il faut l'avoir su dès le début, en phase de planification. Ensuite, il faut parler à cette personne vous-même ou via des stratagèmes. Et enfin, il faut savoir évaluer au fil du temps, est-ce que le, le positionnement de cette partie prenante change ou évolue? Et ça, il y a différentes méthodes pour le faire, pour rester diplomatique et politiquement correct. Et ça, on va le faire dans cette phase d'évaluation. Donc, on est un peu dans un mode itératif, comme c'est de plus en plus un peu la mode, hein. C'est ce modèle itératif qui nous permettra de planifier, d'agir, de contrôler, d'évaluer et si nécessaire, de revenir au départ et d'ajuster le tir. Voilà pour cette première partie un peu que j'ai voulu assez light, la partie théorique. Maintenant, à vos questions et avec plaisir pour approfondir l'un ou l'autre de ces sujets. Merci beaucoup, Armande, pour cette présentation. Je pense que là, on a beaucoup de questions. En tout cas, moi, personnellement, j'ai assez de questions pour toi. Je laisserai les autres poser leurs questions. Sinon, je peux commencer aussi. Donc, bon, en attendant qu'ils se manifestent, bah, je vais poser ma question. Ouais, ok, bon. Ah, ok, Stéphane, vas-y. Ok, bonjour à tout le monde et puis ça fait plaisir d'être toujours à une session voilà, de parler de projet. Alors, merci pour cette belle présentation, hein. On apprend toujours à suivre une formation ainsi, une présentation ainsi. Alors, moi, ma question va plus s'orienter, parce que là, j'ai vu un peu qu'on a parlé un peu, on va dire, de l'importance de vraiment intégrer les parties prenantes et de savoir est-ce que dans un cas pratique, après on va passer dans la pratique, est-ce qu'il est forcément, on va dire, important et nécessaire d'intégrer à 100% les parties prenantes dites primaires, secondaires, c'est-à-dire les parties prenantes qui sont vraiment au premier plan et puis les parties prenantes qui sont au second plan? Bon, moi, je suis plus dans la gestion de projet, mais plus dans la construction où j'étais avant. Il s'avère qu'il y a des projets dans lesquels, lorsqu'on veut intégrer vraiment toutes les parties prenantes, on se trouve avec des difficultés parce qu'on a des parties prenantes qui sont vraiment avec des idées, des informations et tout, des données opposées. Donc, c'est un peu ça ma question. Si. Merci Stéphane pour la question. Nadège, est-ce qu'on en prend quelques-unes et après on revient dessus pour y répondre ou Mm, tu préfères qu'on mm. fasse au fur et à mesure? Au fur et à mesure, D'accord, c'est plus intéressant. avec plaisir, avec plaisir. Je pense que la question est très intéressante, Stéphane. Euh, Déjà, la réponse, pour moi, parce que c'est un avis, hein, c'est un partage d'expérience, c'est pas forcément, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, déjà de base, est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer toutes les parties prenantes? Oui. Par contre, la nuance, c'est à quel niveau d'implication, à quel niveau d'intégration. Et c'est ça qui est important à faire, c'est la première étape de tout. Quand on est dans cette phase de planification, c'est l'étape où on fait une cartographie des parties prenantes et on identifie qui va être intégré et à quel titre. Quand on dit identifier, c'est pas simplement noter, OK, Stéphane, en sa qualité de X, Y, Z, on va l'impliquer. On va plus loin avec d'autres méthodes qui permettent de dire que Stéphane, il est, je dis n'importe quoi, il est le représentant de tout le groupe environnemental. Donc, lui, c'est un écolo, il est représentant de tout le groupe environnement. Notre projet qui est dans le bâtiment va avoir des impacts au niveau des émissions dans l'air, au niveau des poussières, etc. Lui, il a un grand intérêt dans le projet, mais il a aussi un grand pouvoir une grande influence, pour dire ça de manière neutre.
Parce que le rapport que Stéphane pourrait faire, Stéphane pourrait aller voilà, rassembler des groupes, il pourrait nous faire un rapport un peu négatif, si pour autant il n'est pas informé de tout ce qu'il y a, qui est mis en place pour limiter l'émission des poussières dans l'air. Donc, ça dépend, on pourra utiliser des notations, on pourra utiliser une matrice intérêt-influence, dont vous entendrez parler, vous pourrez regarder sur Internet, on pourra regarder tout ça, mais Stéphane va être identifié, on va l'identifier, on va lui donner une pondération entre guillemets, et la manière d'adresser Stéphane ne sera pas la même manière que d'adresser simplement, je ne sais pas, un groupe de personnes qui ont été identifiées comme neutres. Ils sont là, que le projet soit là, que le projet soit pas là, c'est pareil pour eux. On doit les intégrer parce que simplement c'est important d'avoir la vue et l'intégration de tout le monde, même s'ils sont neutres, et essayer de les faire passer dans le groupe des supporters. Donc, on va peut-être envoyer un mail récapitulatif chaque semaine à Stéphane, mais cet autre groupe, on va peut-être organiser simplement une session d'information une fois par trimestre. Et c'est là où je disais, pour la réponse courte, oui, nécessaire d'intégrer toutes les parties prenantes, primaires, secondaires ou autres. Et la réponse longue, c'est tout le monde ne sera pas intégré au même titre, tout le monde ne mobilisera pas le même niveau d'effort et de coût, de temps et de complexité de la part de l'équipe projet. En tout Merci cas, beaucoup, Armand. merci C'était pour la clair pour question. moi. Stéphane, est-ce que tu as d'autres questions? Je laisse les autres passer et puis après. D'accord, ok. Donc, C'est bon, il y a Hugues, merci. Hugues Congo qui a une question. Donc, Hugues, tu peux juste ouvrir ton micro et poser ta question. D'accord, merci. En tout cas, merci à Armand pour cette présentation. Donc, c'est Rachid. Donc, ma question va à la suite un peu peut-être de la préoccupation de Stéphane parce que je suis également chef de projet. Et oui, dans le domaine des IT aussi. Et moi, pour la communication des parties prenantes, j'utilise beaucoup plus la matrix RACI. Et dont, voilà, donc tout de suite, moi, je sais que, voilà, qui est-ce qui est la personne responsable, voilà, Enfin, on travaille aussi en mode agile, hein, donc par rapport au backlog, tout ce qu'il y a comme sprint, par sprint, on essaye enfin, d'identifier la personne responsable, la personne qui va approuver, la personne qui doit être tout simplement consultée ou les personnes, et les personnes qui doivent être informées. Je ne sais pas, est-ce qu'à ce jour, il y a d'autres techniques qui puissent permettre de communiquer mieux? Parce que j'avoue que c'est souvent pas simple avec cette pratique-là. Merci. Merci Rachid, ravi de te retrouver ici. Je Euh, t'en prie. Merci pour la très bonne question, la très bonne question et la référence à cette matrice RACI qui, pour ceux qui découvrent, la matrice RACI, c'est la matrice de responsabilité et le sigle RACI, ça va être R pour responsable, A pour approbateur ou accountable, C pour consulter et I pour informer. Matrice qui est très utilisée, mais peut-être que ça te surprendra, Rachid, mais la matrice de RACI ne sert pas à identifier les parties prenantes, mais c'est un excellent moyen de les engager, de les responsabiliser, parce que une fois que ben, je suis dans mon rôle de chef de projet ou dans mon rôle de PMO, je dois assurer la montée en puissance, l'onboarding des nouveaux collaborateurs, quand bien même je peux être dubitative sur le fait que c'est à moi de le faire, parce que c'est dans la matrice RACI, tout de suite, c'est un peu, j'ai pas envie de dire je suis obligée, mais c'est un peu, le RACI est un peu comme un contrat. C'est la matrice qui guide les responsabilités des uns et des autres. Donc, que je le veuille ou pas, c'est le contrat, c'est le cadre dans lequel je me situe et c'est un excellent moyen d'engager les parties prenantes ou en tout cas de s'assurer qu'ils vont faire partie, ils vont prendre part au jeu parce qu'au final, on joue tous un rôle. Ils vont prendre part au jeu.
Maintenant, comment et avec quoi est-ce que je pourrais aller plus loin dans, déjà, donc comme je disais, l'identification vient forcément avant. Et l'identification des parties prenantes, la cartographie des parties prenantes, en utilisant des outils comme la matrice de influence intérêt ou pouvoir intérêt, va me permettre de voir, d'avoir une carte de toutes mes parties prenantes et de pouvoir les ranker en fonction de leur influence, de leur pouvoir de nuisance, de leur pouvoir de support, de leur intérêt. Première étape. Ensuite, dans la stratégie même d'engagement de ces parties prenantes identifiées, c'est là où je vais à un moment avoir un RACI qui décrit les rôles, les responsabilités, ou pour ceux qui sont simplement informés, ils sont identifiés comme tels, comme pouvant être informés. Mais en matière, pour répondre à ta question, en termes de moyens, d'outils pour engager les parties prenantes et pour communiquer avec elles, pour moi, il y a pléthore d'outils, puisque au final, c'est comme si on se demandait quels sont les outils de la communication. Les parties prenantes ne sont pas spécifiques en termes d'outils de communication. On communique avec elles, elles sont spécifiques en cela que je déploie des processus pour les identifier, je déploie des processus pour les cartographier. Maintenant, j'ai les mêmes outils habituels de communication pour pouvoir parler avec elles. Sur un mode agile qui est le tien dont tu parles, on a des rituels. On a des rituels. Pour ceux qui vont utiliser la méthode Scrum, on va avoir des mêlées quotidiennes, les daily meetings, on va avoir les rétrospectives où on se donne rendez-vous. Tu as parlé des sprints, on va avoir des réunions de sprint planning où on définit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est dans le backlog et qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Chacun de ces rituels est une opportunité pour engager les parties prenantes. Pour peu qu'on accepte de jouer le jeu. Moi, je sais que j'ai été dans des projets et même, c'est compréhensible. J'ai le métier ou le client final. Je sais que le fait de l'avoir avec moi sur la réunion de sprint planning, c'est compliqué, il n'est pas d'accord, on a des problématiques techniques, il ne veut pas en entendre parler. Donc, j'aimerais bien faire mon sprint planning sans l'impliquer. Mais je ne peux pas. Ça fait partie du jeu. Et donc, comment impliquer les parties prenantes? C'est en utilisant tous ces outils à notre disposition, tous ces rituels, tous ces moments de communication, des techniques comme la négociation, des techniques comme la résolution des conflits aussi. Tout le panel de techniques de communication qui sont à notre disposition, on les utilise de la même manière avec les parties prenantes. La seule chose qui change, c'est qu'on se met dans une dynamique où on veut les faire adhérer. On ne veut pas simplement leur balancer de l'information, on veut les faire adhérer. En tout cas, c'est mon approche et mon point de vue. D'accord, merci. C'est très clair pour moi. Merci Armand. Xavier, tu as mis une tasse, je ne sais pas si tu levais la main. Donc, si tu as une question, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir à tous. Désolé, j'ai juste par erreur cliqué sur les... Désolé. Ça me donne envie de boire à ma tasse. Bon, là, D'accord, du coup, il y a une question qui me vient subitement. ok. Mhm. Donc là, j'ai entendu parler de table rassis et tout ça. Oui. Je sais pas, il y a aussi ce qu'on appelle le modèle de Saliens et tout ça, par Mhm. rapport à l'importance des stakeholders. Oui. Si tu pourrais juste nous bosser un peu dessus, je pense que ça pourrait aussi aider tout un chacun. Absolument, absolument. Je pense que j'ai parlé à plusieurs reprises de la matrice influence-intérêt. C'est un C'est ça. autre... en fait, on a différents noms pour la même matrice. Et quand on dit matrice, hein, pour que vous visualisez, on va être simplement sur un repère. Bon, ça peut être fait aussi sous Excel ou dans un tableau, mais moi, j'aime bien la représentation un peu schématique. C'est un repère où je vais avoir
en ordonnée, je vais faire tout simplement un repère, une ligne d'ordonnée, une ligne d'abscisse. Et ensuite, différentes techniques, différentes méthodologies vont positionner différentes choses sur l'ordonnée et sur l'abscisse. Donc, admettons que moi, ce qui fait sens, ce qui est pertinent pour moi, c'est de suivre l'influence et l'intérêt. Donc, je veux avoir en ordonnée l'influence, le niveau d'influence de cette partie prenante ou bien de ce groupe de parties prenantes. Et je vais avoir en abscisse comme ça leur intérêt pour le projet. Et je vais essayer de voir euh, par rapport à tel ou tel groupe de parties prenantes, est-ce qu'il est très influent? Donc, est-ce que c'est le type de partie prenante? Si jamais il n'est pas d'accord avec ce projet-là, tout simplement, on pourrait arrêter le projet juste parce qu'il n'est pas d'accord. Donc, influence maximale. Niveau d'intérêt, est-ce que à date, cette personne, elle est plutôt neutre, le projet ne la dérange pas, lui dit pas grand-chose, plutôt neutre, donc elle est plutôt au milieu. Est-ce qu'elle est réfractaire, résistante, elle est plutôt à zéro en termes d'intérêt, ou bien est-ce qu'elle est supporter? C'est quelqu'un qui est à fond derrière le projet et pense que ça va changer la vie. Et donc cette matrice influence ou pouvoir, intérêt en abscisse, c'est un type de matrice pour pouvoir cartographier les parties prenantes. Et on va mettre différentes choses, certains sur des projets peut-être un peu plus à impact réglementaire ou bien à des projets un peu plus touchy, vont plutôt parler de pouvoir intérêt, d'autres vont parler d'influence intérêt, mais toujours est-il que c'est une représentation graphique qui va me permettre en ordonnée avec une valeur et en abscisse avec une autre valeur qui peut être pouvoir, intérêt, qui peut être influence, intérêt ou d'autres choses, de pouvoir identifier sur quel spectre se placent mes parties prenantes. Et évidemment, comme avec toute représentation de ce type, ceux sur qui on va poser le plus d'intérêt, le plus comment dire, on va leur mettre le plus de temps, on va leur donner le plus d'attention. C'est ceux qui se trouvent dans le cadran un peu en haut à droite. Donc, plus grand niveau d'influence, euh, plus grand niveau d'intérêt, oui, on a besoin d'eux. Plus grand niveau d'influence et plus réfractaire, attention, c'est ces personnes-là qu'il faut retourner rapidement. Sinon, ben, ils peuvent tout simplement torpiller le projet. Donc, pour répondre à ta question, Xavier, ça va être un outil comme un autre qui nous permet de cartographier les parties prenantes en fonction pour définir un peu la stratégie qu'on va avoir auprès d'eux. C'est ça. Et cet outil, une fois cartographié, ça va mener certaines actions au niveau du plan de communication et tout ça. En fait, comment est-ce que de ce qu'on a mappé, comme on a cartographié, on puisse, par exemple, je vais dire, excusez-moi du terme, mais de leverage en fait dessus pour pouvoir maximiser peut-être la communication dans le projet et tout ça. Mhm. Je vais donner un exemple. Un exemple on va être sur les extrêmes. Une partie prenante qu'on a identifiée comme ayant un fort pouvoir d'influence et un fort niveau d'intérêt pour le projet, les supporters du projet. Imagine qu'on a identifié on est sur un projet, on va changer l'outil RH. On va changer l'outil RH et on a identifié qu'il y a le responsable de la formation. C'est quelqu'un qui est dans la boîte depuis 20 ans. C'est quelqu'un qui est super écouté, qui a le soutien du DG et qui est très respecté par les collaborateurs. Son pouvoir d'influence, il est au maximum. C'est quelqu'un, s'il dit c'est pas bon, on change d'outil, on ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Cette personne, il est neutre. Donc, lui, il a toujours fait de la formation, il a toujours eu des travaux, des prestations, il a toujours formé des gens, ça fait quand même 20 ans. Donc, il est neutre. Que vous lui mettiez un nouvel outil ou pas, il ne pense pas que ça va changer sa vie. Comment est-ce que avoir une matrice comme ça et avoir positionné une telle personne comme étant fort pouvoir d'influence, mais neutre, va nous servir dans la mise en œuvre? Mais tout simplement, ça va stratégiquement. Moi, en tant que chef de projet, je sais que ce gars-là,
j'ai besoin de son sponsorship. J'ai besoin que cette personne soit un des sponsors du projet parce qu'il est positionné là où il faut au niveau de l'exécutif et parce qu'il a le respect du management. Aujourd'hui, il est neutre, ça veut dire que c'est pas gâté, comme on dit. Il est C'est ça. neutre, on va lui montrer les bénéfices, on va écouter ses conseils, on va tout faire pour le passer du côté intérêt positif. Et une fois que j'aurai cette personne avec le pouvoir d'influence maximal, l'intérêt maximal et qui est sponsor du projet et qui est convaincu pour le projet, j'ai gagné tout le COMEX. Donc, c'est un peu une manière très concrète, mais très stratégique, dont on va utiliser cette cartographie pour pouvoir informer notre stratégie pour les parties prenantes. Maintenant, si on rentre plus, peut-être de manière plus opérationnelle, comment je vais réussir à faire ça? Comment est-ce que je vais le convaincre cette personne, la convaincre cette personne? Mais tout simplement, peut-être que de manière générale, le projet ne communique pas forcément, ou bien le projet communique une fois par mois dans la newsletter de l'entreprise. Mais ce gars-là, je vais tout faire pour avoir un rendez-vous avec lui à travers sa secrétaire. Je vais venir personnellement lui expliquer les enjeux du projet. Je vais lui faire une démo s'il le faut, parce que tout simplement, voilà, là, on sort des sentiers battus. Là, on n'est pas dans les technologies, on est presque dans la séduction. D'accord. Euh, à t'entendre, il y a une autre question qui me vient, Mhm. c'est de savoir à quel moment il faut faire cette étude. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question pour la simple raison que les parties prenantes d'un projet devraient être identifiées avant même le lancement du projet. Les écoles sont différentes, mais un projet, il ne se lance pas quand un chef de projet est mandaté. Un projet, il se lance déjà, la première phase d'un projet, l'initialisation du projet, elle est bien en amont. Il y a des personnes dans l'entreprise, généralement au niveau exécutif, qui ont fait une étude, qui ont fait un business case, qui ont identifié des besoins, qui ont identifié des bénéficiaires et qui ont dit, ça vaut le coup de partir sur un projet. Il s'est passé des choses. Il y a eu une première identification des parties prenantes, généralement très, très limitée, qui s'est faite à ce moment. Puis, on a décidé de faire le projet et c'est là que nous autres, les chefs de projet, les BA, tout ça, c'est là que nous, on est mandatés. Donc, on arrive et on a déjà une base. On a déjà une idée, un sentiment des personnes qu'on cherche à servir avec ce projet, des personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler, sponsors, les différentes directions métiers, les différents managers, etc. On a déjà une base. Et il nous appartient maintenant, donc je suis au début du projet, pas au tout début, mais je suis au début du projet dès que je suis mandatée sur le projet en tant que chef de projet. Et dès ce moment-là, je fais mon identification des parties prenantes. Dès ce moment, je commence à définir qui je vais servir, qui pourrait éventuellement nuire et comment est-ce que je vais les adresser. D'accord. Donc, juste pour récapituler, ça se fait avant le projet même. Ensuite, on a le chef de projet qui prend la main et qui continue l'étude. Donc, je suppose que cette étude, elle va s'actualiser au fil du temps, donc jusqu'à ce que le Absolument. projet prenne fin. D'accord. Absolument. Mais il y a un truc qui, désolé, mais j'arrive pas à réellement cerner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus ou moins scopé d'avance au niveau des parties prenantes quand on le donne aujourd'hui à un chef de projet qui est mandaté? Puisque lui, aujourd'hui, c'est même pas sûr que dans ce qu'il va recevoir comme project charter, il va avoir cette analyse. Donc, généralement, de façon pratique, le chef de projet se retrouve là maintenant à chercher à comprendre qui j'ai comme stakeholder. Donc, qui y a aujourd'hui là dans le panier, qui fait quoi? Et généralement, il y a déjà un sponsor qui est là. Et on se retrouve souvent dans des situations où le sponsor, pour une raison ou une autre, euh, en fait, il est démotivé, il n'est pas avec vous du tout sur le projet. Donc, je me pose la question juste dans la réflexion, c'est de savoir, est-ce que cette étude, du fait de sa position et tout ça,
ne devrait peut-être pas être aujourd'hui, je sais pas, faire partie du Product Charter ou bien pouvoir améliorer un peu ces choses-là, de sorte à ce que il y ait plus d'implication au niveau de celui qui est mandaté pour pouvoir réellement challenger sur qui sera éventuellement le sponsor pour supporter le projet. Et par rapport à l'identification des parties prenantes, on est d'accord que dès le début, on ne pourra pas le faire. C'est au contact qu'on va améliorer son étude en fonction du pouvoir, de l'influence, de l'implication aussi que chacun des stakeholders va apporter. Donc, juste, j'apporte la question à la réflexion, pas juste de savoir est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourra apporter pour améliorer, au fait, aujourd'hui, ce qu'on a dans le commun. Mhm. Je pense que c'est très pertinent ce que tu dis là parce que c'est un peu une difficulté ou une peine hein, des chefs de projet. Quand on arrive, qu'on est mandaté sur le projet, et là encore, je parle d'un projet où on est tout au début, on est très scolaire, type projet Waterfall, le projet est lancé, je suis mandatée dès le début. La vraie vie, c'est souvent pas ça. La vraie vie, c'est je suis parachutée. Sur un projet, ça fait 6 mois qu'on n'arrive pas à le lancer ou ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à le lancer. Il a un background et puis je dois faire avec. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir changer. Le sponsor exécutif qui est choisi sur le projet, euh, c'est pas forcément parce qu'il est le meilleur ou parce qu'il est le plus intéressé ou le plus intéressant, c'est souvent parce que c'est lui qui a bien voulu accepter de prendre le projet. Donc, il supporte pas, on va devoir faire avec. Mais pour répondre à ta question, mais apporter en tout cas du grain à moudre dans la réflexion, je pense que c'est important de distinguer au tout début du projet, dans la Project Charter, si elle est créée, ou même avant, au moment où on identifie les personnes clés, les éléments clés du projet, c'est pas un chef de projet qui fait cette identification. Mhm. Euh, Si c'est le DG ou si c'est le directeur des opérations qui décide un projet, il pense à ce que ça va servir. Il pense aux personnes dont ça va changer les processus opérationnels. Il est dans son rôle. Le projet est lancé et toi, tu arrives en tant que chef de projet. Toi, tu as la technique. Toi, tu as la méthodologie. Toi, tu as la méthode projet et toi, tu as le savoir. C'est là où vraiment tu vas poser les choses, tu vas poser ta liste de parties prenantes, tu vas informer le sponsor qu'on a oublié tout un groupe de parties prenantes, c'est le groupe administratif support qu'on n'a pas du tout identifié comme étant bénéficiaire, mais qui, s'il n'est pas formé, accompagné et adopté, va bloquer toutes les commandes quand ça arrivera à leur niveau. C'est ton rôle en tant que chef de projet parce que ce n'était pas le rôle du directeur des opérations ou du sponsor avant. Donc oui, il y aura un processus itératif, mais le gros du travail et d'identification des parties prenantes, il est chez nous, il est chef de projet. Merci pour ton intervention. Mais je t'en prie, Xavier, merci pour la question. Et je pense que c'est bon pour moi, hein, pour la soirée. Je pense que j'en ai fait assez. Merci, Xavier. Du coup, je pense que je peux poser mes questions maintenant. Et depuis, on parle d'engagement de parties prenantes, on fait mention en fait de pouvoir les engager de telle sorte à ce qu'ils puissent être vraiment impliqués. Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer la résistance lorsque en fait on a des parties prenantes qui ne collaborent pas avec nous? Parce que généralement, on a des personnes qui sont dans les projets, mais qui ont pour objectif de ne vraiment pas participer à la bonne marche ou pour des intérêts personnels, en fait, ne s'impliquent pas comme on le souhaite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer la résistance dans ce genre de situation? Excellente question. Merci beaucoup, Nadège. Je pense que ça fait un peu le lien avec le point de Rachid tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ma réponse sera un peu liée à ce que j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des techniques d'engagement des parties prenantes? Et pour moi, à part, bien sûr, ce cadre qu'on peut poser, planifier, agir pour engager les parties prenantes, contrôler l'engagement et puis évaluer, donc ça, c'est un cadre. Mais des techniques d'engagement à proprement parler sont les techniques de gestion de l'humain finalement. Ce sont les techniques qu'on connaît déjà, qui concernent par exemple la résolution des conflits.
qui concernent les techniques de négociation. Donc, ce sont des choses que je vais faire dans tous les cas, partie prenante, influente, pas influente. Il y a une personne ou un groupe de personnes qui ont vraiment un blocage par rapport à tel ou tel projet. J'ai identifié ce groupe de personnes, je les ai cartographiés, je les ai identifiés. Ils ne sont pas neutres, ils ne sont pas supporters, ils sont vraiment réfractaires. En technique de résolution des conflits, je vais avoir différentes choses que je peux faire. Donc, si vous regardez, il y a 4 grandes approches, quatre grandes techniques qu'on va pouvoir utiliser. On pourra choisir de les, pas de les accommoder, mais de les accommoder dans le sens où, qu'est-ce qu'ils veulent? Donnez-leur ce qu'ils veulent. C'est une technique, c'est un choix qui a un coût. On va pouvoir choisir de les forcer. Ça, généralement, ça vient d'une personne en position d'autorité. Donc, il les oblige à se mettre dans les rangs. On va pouvoir choisir de collaborer avec elles. Généralement, ce n'est pas forcément avec les personnes réfractaires qu'on va choisir cette option qui est la collaboration, puisqu'ils risquent de freiner des cas de fer, ou en tout cas, ce n'est pas au début. On va pouvoir choisir de faire une sorte de... tu tires un peu, je tire un peu. Donc, chacun gagne, obtient une partie de ce qu'il pouvait attendre. On est un peu du win-lose, on n'est pas sur du win-win. Donc, tout ça, ce sont des techniques de résolution de conflits que j'utiliserai, que je sois sur une partie prenante réfractaire ou pas, que je sois simplement parce que au sein de mon équipe, il y a un conflit, donc ça, on peut l'utiliser aussi, que je sois en train de m'adresser à un client dans le cadre d'une relation contractuelle qui pose problème, on peut l'utiliser aussi. Donc, tout ça pour dire, bottom line, la technique de résolution de conflit, la technique de négociation, la technique qui est à ma disposition, et c'est la même technique que je vais pouvoir utiliser avec mes parties prenantes. Mais pour aller plus loin sur ta question, et ça c'est plus mon partage d'expérience, je pense que la solution en situation, projet, entreprise ou quoi que ce soit, la situation est toujours de rester factuelle. Une personne, je l'ai estimée résistante à mon projet. Par rapport à quels éléments factuels? Est-ce que cette personne a envoyé un mail à la direction pour dire que ça, de toute façon, ça ne sert à rien et puis on n'en veut pas? Factuel. À ce mail ou à ce message, je peux répondre factuellement avec les éléments contre, les éléments qui expliquent que ça ne se tient pas. Je vais répondre factuellement à qui? Non pas à elle, mais à ce directeur justement qui a été adressé. Je reste factuel, je laisse l'émotionnel de côté. J'enlève même ce tag, on va dire, qui dit que la personne est réfractaire ou elle est résistante. Je traite factuellement les comportements et je désamorce à travers les techniques de résolution des conflits. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, mais ça dépassionne les débats. D'accord. C'est bien noté. Merci encore pour ce rappel-là par rapport aux différentes techniques qu'on peut utiliser. Je retiens la négociation et la résolution des conflits, sans de mettre en place des parties prenantes qui ont un fort pouvoir d'influence pour casser, en fait, comment on dit ça, pour casser, pour briser la glace, pour pouvoir obtenir, en fait, des inputs qui vont permettre de faire avancer le projet à une puissance 10, par exemple. J'étais un peu hachée sur la fin, j'ai entendu des Donc, parties. ma question, si tu veux, c'est question de se familiariser pour pouvoir avancer dans le projet. Du coup, je reprends ma question, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Ok, donc je voulais savoir en fait, est-ce que ce serait pas intéressant ou important souvent dans certains projets de mettre en place en fait des pratiques de communication non formelle avec certaines parties prenantes qui ont un fort pouvoir d'influence, mais qui sembleraient par exemple résister pour des intérêts personnels
à l'évolution du projet. J'entends par conversation non formelle, par exemple, prendre un café, par exemple, dans une journée avec la partie prenante en question et essayer de comprendre en fait ses motivations, pour pouvoir en fait l'engager. Allô? Mhm. Donc, je disais en fait, donc ma question, c'est quelle est l'importance de ces conversations non formelles, là, justement, dans le cadre de l'engagement des parties prenantes? Mhm. Merci. J'ai capté aussi tout à l'heure quand tu me prenais, tu disais une personne qui a un fort pouvoir d'influence, mettre en place des occasions d'échange avec elle pour comprendre quelles sont ses motivations, peut-être des échanges non formels et tout ça. Je pense que c'est toujours une bonne idée de communiquer, de chercher à comprendre. Il faut faire attention parfois par rapport à, je ne sais pas si vous connaissez cet adage un peu anglo-saxon qui dit Don't kill the messenger. Ne tuez pas l'envoyé, parce qu'en général, quand le messager vient avec une mauvaise nouvelle, on commence par lui d'abord avant d'aller chercher celui qui l'a envoyé. Il faut faire aussi bien attention, et là encore, c'est des techniques de communication, aussi bien attention aux messages qu'aux médias. Comment le message est parti? Qui a envoyé le message? Comment le message a été transmis? Avant même de parler de comment le message a été reçu. Sur le principe, toujours bien de mettre en place des systèmes de communication, des systèmes d'échange un peu informels. Et d'ailleurs, plus haut on va aller dans la hiérarchie, auprès des grands décideurs, auprès des grands patrons, plus il sera difficile de les faire venir à ton weekly meeting ou bien à ton daily meeting, impossible. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie et de toute façon, c'est trop détaillé. Donc, il faudra bien trouver des systèmes pour pouvoir les capter entre deux réunions, pour pouvoir les capter dans l'ascenseur, pour pouvoir les capter au café et pouvoir les informer sur le projet. Là, je suis plutôt dans un sponsor qui est neutre à supporter. Un sponsor qui est désintéressé aux réfractaires, moi, je dirais attention parce que est-ce que vous êtes au même niveau? S'il est sponsor, déjà, je pense qu'il est au niveau au-dessus. Donc, est-ce que votre message peut être bien reçu de toute façon? Est-ce qu'il n'est pas plus stratégique de passer par une personne du même niveau, qui est supporter du projet, pour pouvoir faire passer les bons messages? Est-ce qu'il n'est pas plus stratégique de s'assurer que cette personne, donc cet autre manager, est en mesure de pousser votre message, votre bonne parole, même au-dessus du sponsor qui pose problème ou bien qui est résistant? Donc, on est toujours dans de la gestion de l'humain. Il n'y a jamais une réponse absolue, mais mon partage d'expérience, c'est surtout faire attention. N'essayez pas d'aller enfoncer des portes ou d'aller traverser des murs. Vous n'avez pas toujours la force et vous n'avez pas forcément l'intérêt. Passer par des personnes qui sont supporters, utiliser des techniques de négociation, utiliser des techniques de résolution de conflits, ça va peut-être donner plus de résultats que de se heurter à la seule personne qui bloque. En tout cas, à mon avis. Mais après, sur le principe, avoir des occasions de discussion, donner beaucoup d'intérêt, de temps, de patience à cette personne-là dont la voix porte, mais qui semble ne pas être intéressée par le projet, bien sûr, c'est toujours bienvenu. Toujours bienvenu. D'accord, merci beaucoup Armand, merci Ok. pour cette clarification. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions ou des retours d'expérience par rapport à un projet particulier?
Ne vous inquiétez pas, on ne dira pas de non. Vous pouvez parler. Apparemment, on a fait le tour, l'essentiel est... Allô? Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est bon, je peux? Je peux? Oui, Stéphane, tu peux. Oh, OK, d'accord. Ben, toujours merci pour cette brillante présentation. Moi, c'est toujours au niveau des risques, hein, parce que vu le pourcentage qui est présenté en gestion de projet, comme quoi les 70% en termes d'échecs, c'est à peu près pareil dans le domaine de la construction. C'est vrai, bien vrai qu'aujourd'hui, je me suis reconverti un peu dans le domaine de IT. Au niveau des risques, est-ce que, en termes d'outils qu'on utilise d'abord derrière, pour tout ce qui est intégration des parties prenantes. Donc, il y a pas mal d'outils qu'on utilise. Est-ce que le risque, pour certains, en griffe, hein, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, les gestionnaires de projets qui essaient d'utiliser ces outils parce que on constate que dans des projets privés que j'ai eu à travailler, il y a comme des gestionnaires de projets qui essayaient d'utiliser certains outils qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment. Donc, au lieu de on va dire, gérer vraiment le projet et tout ça derrière avec ces outils, ils s'attardaient plus sur les outils que de vraiment créer cette valeur. Donc, est-ce que la compétence même des gestionnaires de projet dans l'utilisation, bien entendu, de ces différents outils, dans l'intégration des parties prenantes, ne fait pas partie de ces causes d'échec en termes de gestion de projet, que ce soit IT ou... donc, ça, c'est une question vraiment ouverte. Ben, sur cette étude-là, en tout cas, qui estimait à 70% le nombre de projets qui échouent, il y avait beaucoup d'autres causes, hein. Là, on a parlé justement, ils ont beaucoup mis en avant les causes qui sont liées à la communication, partage clair des objectifs, communication ou collaboration entre les membres de l'équipe, gestion des risques et de la qualité. J'imagine, je n'ai plus toutes les stats en tête, mais j'imagine qu'il y a certainement des causes qui sont liées à la compétence des chefs de projet. C'est pas ce qui revient le plus, et sur plusieurs études que j'ai pu suivre, le PMI sort chaque année une étude qui s'appelle le pouls de la profession, Pulse of the Profession. La compétence des chefs de projet est généralement présentée comme étant un facteur enabler, un facteur qui permet, qui favorise en tout cas le bon fonctionnement des projets, mais pas dans l'autre sens. Maintenant, si tu parles spécifiquement de l'outil, d'un outil d'engagement des parties prenantes, ça, déjà, moi, j'ai vu plusieurs outils passer, mais au final, un outil d'engagement des parties prenantes, pour moi, ce serait la même chose qu'un CRM. Au final, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de connaître les personnes, de savoir en face de ces personnes quelle est la stratégie pour les engager. Ça, mon Excel, il le fait très bien. Oui, je peux avoir un autre outil beaucoup plus avancé. Il y a par exemple monday.com que j'aime beaucoup et qui est plus visuel, plus très user-friendly. Mais au final, un outil spécifiquement d'engagement des parties prenantes, à mon avis, hein, je ne vois pas ou je vois difficilement comment déjà, comment il peut être très complexe et deuxièmement, comment est-ce qu'il peut être un facteur d'échec. Mais plus généralement, la compétence d'un chef de projet, parce que le chef de projet n'a pas les outils, parce que le chef de projet n'a pas les techniques ou les méthodes, oui, ça peut torpiller un projet parce qu'il n'aura peut-être pas tous les éléments, mais ce ne serait il ne faut jamais dire jamais, mais ça m'étonnerait en tout cas que ce soit lié à l'outil ou à son management, à l'outil pour gérer les parties prenantes. Mais peut-être que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Bon, normalement, c'est un peu plus ça, en fait. Voilà. Ben, Mhm. je vais me dire, même s'il est minime, parce que ici, par exemple, on reçoit souvent des gestionnaires de projet, bon, des Scrum Masters qui viennent soit de la France et tout, qui ont une autre manière de faire là-bas par rapport à ici. Donc, quand ils arrivent, il y a cette résistance qui se crée automatiquement. Donc, par sa manière de faire, par sa manière de gérer les projets IT et tout ça derrière. Donc, ça fait, bon, je suis à ma deuxième expérience ici.
Et j'ai constaté que ça crée au départ des difficultés dans la livraison des projets et tout. Donc, on joue souvent sur les délais et même les budgets sont un peu touchés parce que ça impacte pas mal quelques éléments. Donc, c'est vraiment ce retour-là que j'avais voulu apporter pour dire les outils. J'ai constaté, ça c'est un constat vraiment personnel, hein. Voilà. Parfois, ça crée vraiment quelques bloquants parce que tel est comme habitué dans un environnement X et après dans l'environnement Y, c'est vrai, la gestion de projet, c'est quelque chose d'international, on le fait en fonction des process. Mais après, il y a certaines structures qui imposent carrément des outils derrière avec lesquels il faut comme évoluer. Et parfois, l'intégration de ces outils et puis essayer d'utiliser cela avec toutes les parties prenantes parce que même les développeurs, je dis n'importe quoi, font partie des parties prenantes. Ça crée souvent des bloquants, en fait. Mhm. Oui, à ce moment-là, là, je suis d'accord. Effectivement, les process, parce que je vais mettre ça, l'outil, il ne fait que matérialiser un process. Les process, il arrive qu'ils soient en déphasage. Et ça, c'est vrai pour les projets, mais c'est vrai aussi pour l'entreprise de manière générale. Il arrive que les process soient en déphasage avec la vraie vie, pour ne pas dire, voilà, le terrain. Et c'est vrai aussi sur les projets. Mais il y a deux problématiques hein, dans ce que tu as cité. Je pense que c'est plus profond. Il y a le process qui est peut-être en déphasage avec ce qui se fait sur le terrain et quand même euh, une personne qui essaie de fit avec ce process-là, essaie de faire rentrer finalement des carrés dans des ronds et ça bloque. Et il y a aussi peut-être de la notion de, d'adaptation culturelle, d'adaptation des usages. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses derrière. Il peut y avoir beaucoup de choses derrière et ça peut être un facteur d'échec du projet. Mais encore, je pense que c'est plus large. Ça peut être un facteur d'échec de l'entreprise elle-même si cette adaptation des usages, des processus et des cultures n'est pas faite correctement. Mais c'est un bon partage. Merci, merci Stéphane. Parfait. Merci. Si je peux me permettre, juste ce que Kevin a l'appareil, euh, euh, un complément, hein, c'est que tout au long du projet, et déjà dès le début, euh, il faudrait pas oublier en fait d'intégrer une phase d'accompagnement du changement depuis la phase d'initialisation jusqu'à la fin du projet. On a tendance en fait à intégrer cette phase de changement, en tout cas d'accompagnement du changement, à la fin du projet ou à la livraison du projet. L'identification des parties prenantes va permettre euh, de savoir ou d'identifier des personnes qui sont un peu réfractaires, mais également des ambassadeurs au sein des utilisateurs pour lesquels on réalise le projet. Et pour ces personnes qui font réfractaires, on va, comme tu l'as si bien dit, identifier vraiment quel est le point bloquant. Et je sais que lors d'un projet sur lequel j'ai eu à intervenir, j'ai dû en fait utiliser des petits outils hein, classiques ou identifier le degré d'adhésion du projet euh, dans un premier temps, qui permettait d'identifier en fait le positionnement des utilisateurs ou des parties prenantes face au projet et le niveau d'information que les personnes avaient. Donc selon les questions, j'arrivais en fait à réaliser une matrice qui permettait de comprendre que les personnes étaient parfois réfractaires parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'informations par rapport à l'attendu du projet. Et à ce moment-là, il fallait mieux communiquer avec elles, que ce soit des communications informelles ou des communications formelles, de telle sorte à les faire adhérer au projet. Donc, il y a des petites astuces comme ça tout au long du projet qui peuvent être mises en place pour permettre à des personnes d'être accompagnées de bout en bout jusqu'à l'atteinte du projet. Absolument, merci beaucoup Kevin pour ce partage parce que justement, donc il y a deux parties qui m'intéressent particulièrement et sur lesquelles j'aimerais bien revenir. L'outil qui a permis de mesurer l'adhésion ou
la compréhension des utilisateurs. Donc, c'est un peu ce que je mets dans la section un peu évaluer. C'est très difficile parce que c'est très subjectif. Tu ne peux pas poser des questions trop directes. Si tu dis à une personne pourquoi vous n'aimez pas le projet, la personne ne va jamais répondre. Mais comment faire de manière détournée pour pouvoir identifier quel est son degré d'adhésion, identifier quel est le problème ou bien quelle est l'information manquante, ça c'est un win, c'est une victoire pour le chef de projet qui arrive à évaluer ça. Et tu as tout à fait raison sur le fait que l'accompagnement au changement, il se prépare dès le début. Pour moi, dans cette phase de planification où je définis qui, quoi, comment, quand, pourquoi, il y a la communication, l'information tout au long du projet, mais ce n'est pas que au long du projet. J'ai essayé de le dire au début aussi sur le fait qu'un projet entraîne un changement positif dans l'entreprise, dans l'organisation, et ses bénéfices vont survivre jusqu'à la fin. Et donc, dès le début, identifier les parties prenantes, identifier comment est-ce qu'on va les accompagner, comment est-ce qu'on va avoir des ambassadeurs, absolument, je te rejoins dessus, et pouvoir dérouler cette stratégie-là tout du long et pas juste à la fin. On a souvent des phases accompagnement au changement, alors que l'accompagnement au changement, ce n'est pas une phase à la fin du projet, c'est surtout le cycle de vie de projet pour que ça puisse marcher. Donc, complètement aligné et merci pour ce partage d'expérience. Il y avait une main de Gilles. Oui, c'est ça. Gilles, si tu es là, tu peux Ouais, poser ta question. ouais, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'excellente présentation et les différentes contributions. J'avais voulu juste ajouter un complément au dernier élément qui avait été exprimé dans la contribution tout à l'heure, relatif à l'adaptabilité. Je pense que le terme, je ne me trompe pas, hein, c'est comme ça, on dit adaptabilité de gestionnaire de projet dans différents environnements. Donc, je voulais juste dire en fait que pour ce que moi j'ai vu que c'est un élément assez très important parce que je pense qu'il y a les environnements ou les entreprises dans lesquelles, qui soient occidentales ou ici, bon, je dis en Côte d'Ivoire ou peut-être dans d'autres pays, il y aura différents types d'habitudes et j'ai envie de dire de standards même qui seront suivis. Donc, peut-être que ce qui pourra aider ou éviter, peut-être pour diminuer les échecs, c'est que les gestionnaires de projets devront regarder vraiment le standard de ces entreprises en termes de gestion de projet afin de pouvoir l'utiliser dans les étapes et dans les outils qu'ils devront mettre en œuvre durant le cycle de projet. Sinon, ça peut arriver que un outil ou une étape qui fonctionne facilement selon le plan normal dans un autre environnement peut être complètement has-been ou bien pas utile en fait pour les parties prenantes dans un autre environnement vu que leur culture et tout ça ils sont pas en fait sensibles à cela. Donc c'est ce que j'ai voulu ajouter juste sur ce qui était déjà dit. Merci. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Un autre retour d'expérience. Il nous reste 10 minutes, donc on peut toujours profiter de la présence de Armand pour les questions. En attendant une autre question, juste je rebondis sur le point de Gilles tout à l'heure sur l'adaptabilité, mais c'est même plus que de l'adaptabilité, je pense. Là, on est sur déjà, à partir du moment où on se dit l'outil, le process peut ne pas être convenable, peut être convenable dans un contexte et ne pas être convenable dans cet autre contexte, ça veut dire peut-être que l'identification des parties prenantes, l'identification des objectifs de ce projet, elle n'a pas été faite
correctement ou convenablement. Et il y en a plein, hein. C'est pas du tout exceptionnel. On a déployé un projet, on est une multinationale, on a déployé un projet à Singapour. On l'a déjà fait, on sait le faire, on vient pour le répliquer, je dis n'importe quoi, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, ailleurs. Et effectivement, à partir du moment où on essaie de parachuter un projet, ça bloque et surtout, on ne sait pas où ça bloque. Et ça, c'est un vrai problème. Mais voilà, juste pour dire que ça semble évident, mais ce n'est pas si évident que ça parce que je suis une entreprise, j'ai payé une fois pour le projet de bout en bout, j'ai payé pour les difficultés que j'ai pu rencontrer, je ne veux pas payer une deuxième fois pour refaire le même projet. Et ce qu'il faut essayer aussi de faire comprendre pour nous, quand on est sur de tels projets, c'est faire comprendre qu'un projet, il est unique. Ce qui a été fait à Singapour sera jamais pareil que ce qui va être fait au Rwanda. On peut capitaliser sur des acquis, mais par définition, le contexte est différent, les parties prenantes sont différentes. Ça ne coûtera pas forcément la même chose, mais ça nécessite d'être adapté. Et ça, c'est des discussions difficiles à avoir, surtout quand on est mandaté après la décision de faire le projet. C'est pas simple. Merci, Franck. Merci, Stéphane, pardon. Merci Armand. Quelques minutes avant de profiter. Du coup, s'il n'y a pas de questions, Armand, je vais te demander de juste nous faire une petite dernière recommandation par rapport à l'engagement des parties prenantes dans un projet. Merci Nadège. Si je devais faire une recommandation, donc ce ne serait ni une... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant, c'était un peu Vous haché, mais m'entendez? ouais, bon pour moi. Tu nous entends? Oui, Ah, parfait. Peut-être qu'on a un petit décalage, mais c'est bon. Donc, tu proposais une dernière recommandation. c'est ça. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais si je devais choisir une seule, que je pense être peut-être la plus importante, ou en tout cas la plus utile, c'est ce que j'ai répondu sur l'une de nos questions précédemment, rester factuel. C'est pas une technique, c'est pas une méthode, c'est un style de vie. Rester factuel. Les faits vont permettre d'avoir une identification des parties prenantes plus éclairée. Euh, le simple fait, au lieu de dire cette personne, de toute façon, elle veut jamais rien entendre, c'est la personne qui a toujours quelque chose à dire, elle aime s'écouter parler. Le simple fait de dire ça, même si c'est une personne qui s'est illustrée par ses comportements, ça bloque la possibilité, l'opportunité de l'engager et peut-être d'en faire un supporter. Rester factuel. J'identifie les personnes, j'identifie les informations, j'identifie ce qui leur manque, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Il y aura toujours le lieu ou le temps de mesurer quel temps, quelle énergie, quel investissement on est prêt à donner à ces personnes. Mais au début, on reste factuel. Et quand, sur le cycle de vie de projet, on a des personnes résistantes, des personnes réfractaires, ça existe. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, ça existe. Mais en restant factuel, on va être capable déjà de désamorcer des situations parfois compliquées. Et en restant factuel, à un moment, l'adage dit, même quand on n'aime pas le lièvre, on est obligé de reconnaître qu'il court vite. Si vous restez factuel, vous allez toujours gagner sur le long terme parce qu'au final, les faits parlent d'eux-mêmes. Ce serait mon conseil. Merci beaucoup et je pense que tu résumes bien le thème d'aujourd'hui.
Donc, vraiment, merci pour ces échanges, hein. Je dirais qu'on a eu une des sessions les plus interactives depuis qu'on a commencé le billet talk, d'où l'intérêt pour ce sujet-là, l'importance qu'on accorde aux parties prenantes. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir. Merci pour ces tips, pour toutes ces techniques que tu nous as partagées. Et on espère te recevoir encore très bientôt pour un sujet très intéressant. Merci à tous et on se donne rendez-vous pour le mois prochain qui sera notre dernier talk. Le thème sera le business analyst dans un contexte de supply chain ou si vous voulez le business analyst et la supply chain, comment est-ce qu'il se déploie lorsqu'il est dans un environnement de logistique. Et donc le rendez-vous est pris pour le mercredi, dernier mercredi du mois de novembre. Donc, ça sera le mercredi 29 novembre. Donc, merci à tous, passez une excellente soirée et à très bientôt. Merci pour votre accueil.